Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on est toujours avec George Sand dans Histoire de ma vie, de l'enfance à la jeunesse, et c'est l'épisode 10. Je te souhaite une très bonne écoute. Je ne peux pas toujours suivre ma vie comme un récit qui s'enchaîne, car il y a beaucoup d'incertitudes dans ma mémoire sur l'ordre des petits événements que je me retrace. Je sais que j'ai passé à Nohant avec ma grand-mère sans aller à Paris les années 1814, 15, 16 et 17. Je résumerai donc en masse mon développement moral pendant ces 4 années. Les seules études qui me plurent réellement furent l'histoire, la géographie, qui n'en est que l'appendice nécessaire, la musique et la littérature. Je pourrais encore réduire ces aptitudes en disant que je n'aimais et n'aimais réellement que la littérature et la musique, car ce qui me passionnait dans l'histoire, ce n'était pas cette philosophie que la théorie toute moderne du progrès nous a enseigné à déduire de l'enchaînement des faits. On n'avait point alors popularisé cette notion claire et précise, qui est véritablement, sinon la grande découverte, du moins la grande certitude philosophique des temps nouveaux et dont Pierre Leroux, Jean Reynaud et leur école de 1830 à 1840 ont posé la meilleure exposition et les meilleures déductions dans les travaux de l'Encyclopédie Nouvelle. À l'époque où l'on m'enseignait l'histoire, on n'avait généralement aucune idée d'ordre et d'ensemble dans l'appréciation des faits. Aujourd'hui, l'étude de l'histoire peut être la théorie du progrès. Elle peut tracer une ligne grandiose à laquelle viennent se rattacher toutes les lignes jusqu'alors éparses et brisées. Elle nous fait assister à l'enfance de l'humanité, à son développement, à ses essais, à ses efforts, à ses conquêtes successives et ses déviations même, aboutissant fatalement à un retour qui la replace sur la route de l'avenir, ne font que confirmer la loi qui la pousse et l'entraîne. Savoir pour savoir. Voilà véritablement toute la moralité de l'éducation qui m'était donnée. Il n'était pas question de s'instruire pour se rendre meilleur, plus heureux ou plus sage. On apprenait pour devenir capable de causer avec les personnes instruites, pour être à même de lire les livres qu'on avait dans son armoire et de tuer le temps à la campagne ou ailleurs. Et comme les caractères de mon espèce ne comprennent pas beaucoup qu'il soit utile de donner la réplique aux causeurs instruits, au lieu de les écouter en silence ou de ne pas les écouter du tout, comme en général les enfants ne s'inquiètent pas de l'ennui, puisqu'ils s'amusent volontiers de toute autre chose que l'étude, il fallait leur donner un autre motif, un autre stimulant. On leur parlait alors du plaisir de satisfaire leurs parents, et on faisait appel au sentiment de l'obéissance, à la conscience du devoir. C'était encore ce qu'il y avait de meilleur à invoquer, et cela réussissait assez avec moi, qui était, par nature, indépendante dans mes idées, soumise dans les actes extérieurs. Ce fut donc par pure affection pour ma grand-mère que j'étudiai de mon mieux les choses qui m'ennuyaient, que j'appris par cœur des milliers de vers dont je ne comprenais pas les beautés, le latin, qui me paraissait insipide, la versification, qui était comme une camisole de force imposée à ma poétique naturelle, l'arithmétique, qui était si opposée à mon organisation que, pour faire une addition, j'avais littéralement des vertiges et des défaillances. Pour lui faire plaisir aussi, je m'enfonçais dans l'histoire, mais là, ma soumission reçut enfin sa récompense. L'histoire m'amusa prodigieusement. Pourtant, par la raison que j'ai dite, par l'absence de théorie morale dans cette étude, elle ne satisfaisait pas l'appétit de logique qui commençait à s'éveiller en moi, mais elle prit à mes yeux un attrait différent. Je la goûtais sous son aspect purement littéraire et romanesque. Les grands caractères, les belles actions, les étranges aventures, les détails poétiques, le détail, en un mot, me passionna, et je trouvais à raconter tout cela, à y donner une forme dans mes extraits, un plaisir indicible. Peu à peu, je m'aperçus que j'étais peu surveillé, que ma grand-mère, trouvant mon extrait bien écrit pour mon âge, et intéressant, ne consultait plus le livre pour voir si ma version était bien fidèle, et cela me servit plus qu'on ne peut croire. Je cessai de porter à la leçon les livres qui avaient servi à mon résumé, et, comme on ne me les demanda plus, je me lançai avec plus de hardiesse dans mes appréciations personnelles. Je fus plus philosophe que mes historiens profanes, plus enthousiaste que mes historiens sacrés. Me laissant aller à mon émotion,
Et ne m'inquiétant pas d'être d'accord avec le jugement de mes auteurs, je donnais à mes récits la couleur de ma pensée, et même je me souviens que je ne me gênais pas pour orner un peu la sécheresse de certains fonds. Je n'altérais point les faits essentiels, mais quand un personnage insignifiant ou inexpliqué me tombait sous la main, obéissant à un besoin invincible d'art, je lui donnais un caractère quelconque que je déduisais assez logiquement de son rôle ou de la nature de son action dans le drame général. Incapable de me soumettre aveuglément au jugement de l'auteur, si je ne réhabilitais pas toujours ce qu'il condamnait, j'essayais du moins de l'expliquer et de l'excuser, et si je le trouvais trop froid pour les objets de mon enthousiasme, je me livrais à ma propre flamme, et je la répandais sur mon cahier dans des termes qui faisaient rire souvent ma grand-mère par leur naïveté d'exagération. Enfin, quand je trouvais l'occasion de fourrer une petite description au milieu de mon récit, je ne m'en faisais pas faute. Pour cela, une courte phrase du texte, une sèche indication me suffisait. Mon imagination s'en emparait et brodait là-dessus. Je faisais intervenir le soleil ou l'orage, les fleurs, les ruines, les monuments, les chœurs, les sons de la flûte sacrée ou de la lyre d'Ionie, l'éclat des armes, le hennissement des coursiers, que sais-je. J'étais classique en diable, mais si je n'avais pas l'art de me trouver une forme nouvelle, j'avais le plaisir de sentir vivement et de voir par les yeux de l'imagination tout ce passé qui se ranimait devant moi. Il est vrai aussi que, n'étant pas tous les jours dans cette disposition poétique, et pouvant impunément en prendre à mon aise, il m'arriva parfois de copier presque textuellement les pages du livre dont j'étais chargé de rendre le sens. Mais c'étaient mes jours de langueur et de distraction. Je m'en dédommageais avec plaisir quand je sentais la verve se rallumer. Vers l'âge de 12 ans, je m'essayai à écrire, mais cela ne dura qu'un instant. Je fis plusieurs descriptions, une de la vallée noire, vue d'un certain endroit où j'allais souvent me promener, et l'autre d'une nuit d'été, avec clair de lune. C'est tout ce que je me rappelle, et ma grand-mère eut la bonté de déclarer à qui voulait la croire que c'étaient des chefs-d'œuvre. D'après les phrases qui me sont restées dans la mémoire, ces chefs-d'œuvre-là étaient bons à mettre au cabinet. Mais ce que je me rappelle avec plus de plaisir, c'est que, malgré les imprudents éloges de ma bonne maman, je ne fus nullement enivré de mon petit succès. J'avais dès lors un sentiment que j'ai toujours conservé, c'est que aucun art ne peut rendre le charme et la fraîcheur de l'impression produite par les beautés de la nature, de même que rien dans l'expression ne peut atteindre à la force et à la spontanéité de nos émotions intimes. Il y a dans l'âme quelque chose de plus que dans la forme. L'enthousiasme, la rêverie, la passion, la douleur n'ont pas d'expression suffisante dans le domaine de l'art, quel que soit l'art, quel que soit l'artiste. J'en demande pardon aux maîtres, je les vénère et les chéris, mais ils ne m'ont jamais rendu ce que la nature m'a donné, ce que moi-même j'ai senti 1000 fois à l'impossibilité de rendre aux autres. L'art me semble une aspiration éternellement impuissante et incomplète, de même que toutes les manifestations humaines. Nous avons, pour notre malheur, le sentiment de l'infini, et toutes nos expressions ont une limite rapidement atteinte. Ce sentiment même est vague en nous, et les satisfactions qu'il nous donne sont une espèce de tourment. L'art moderne l'a bien senti, ce tourment de l'impuissance, et il a cherché à étendre ses moyens en littérature, en musique, en peinture. L'art a cru trouver dans les formes nouvelles du romantisme une nouvelle puissance d'expansion. L'art a pu y gagner, mais l'âme humaine n'élève ses facultés que relativement, et la soif de la perfection, le besoin de l'infini restent les mêmes, éternellement avides, éternellement inassouvis. C'est pour moi une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Nous avons le désir inextinguible du beau idéal. Donc, le désir a un but. Ce but n'exige nulle part à notre portée. Ce but est l'infini. Ce but est Dieu. L'art est donc un effort plus ou moins heureux pour manifester des émotions qui ne peuvent jamais l'être complètement et qui, par elles-mêmes, dépassent toute expression. Le romantisme, en augmentant les moyens, n'a pas reculé la limite des facultés humaines. Une grêle d'épithètes, un déluge de notes,
Un incendie de couleurs ne témoigne et n'exprime rien de plus qu'une forme élémentaire et naïve. J'ai beau faire, j'ai le malheur de ne rien trouver, dans les mots et dans les sons, de ce qu'il y a dans un rayon de soleil ou dans un murmure de la brise. Et pourtant, l'art a des manifestations sublimes, et je ne saurais vivre sans les consulter sans cesse. Mais plus ces manifestations sont grandes, plus elles excitent en moi la soif d'un mieux et d'un plus, que personne ne peut me donner et que je ne puis pas donner moi-même, parce qu'il faudrait, pour exprimer ce plus et ce mieux, un chiffre qui n'existe pas pour nous et que l'homme ne trouvera probablement jamais. J'en reviens à dire plus clairement et plus positivement que rien de ce que j'ai écrit dans ma vie ne m'a jamais satisfaite, pas plus mes premiers essais à l'âge de 12 ans que les travaux littéraires de ma vieillesse, et qu'il n'y a à cela aucune modestie de ma part. Toutes les fois que j'ai vu et senti quelque sujet d'art, j'ai espéré, j'ai cru naïvement que j'allais le rendre comme il m'était venu. Je m'y suis jeté avec ardeur, j'ai rempli ma tâche parfois avec un vif plaisir, et parfois, en écrivant la dernière page, je me suis dit « Oh, cette fois, c'est bien réussi !» Mais, hélas, je n'ai jamais pu relire l'épreuve sans me dire « Ce n'est pas du tout cela, je l'avais rêvé, senti et conçu tout autrement, c'est froid, c'est à côté, c'est trop dit, et ce ne l'est pas assez. » Et si l'ouvrage n'avait pas toujours été la propriété d'un éditeur, je l'aurais mis dans un coin, avec le projet de le refaire, et je l'y aurais oublié pour en essayer un autre. Je sentis donc, dès la première tentative littéraire de ma vie, que j'étais au-dessous de mon sujet, et que mes mots et mes phrases le gâtaient pour moi-même. On envoya à ma mère une de mes descriptions, pour lui faire voir comme je devenais habile et savante. Elle me répondit « Tes belles phrases m'ont bien fait rire, j'espère que tu ne vas pas te mettre à parler comme ça. » Je ne fus nullement mortifié de l'accueil fait par elle à mon élucubration poétique. Je trouvais qu'elle avait parfaitement raison, et je lui répondis « Sois tranquille, ma petite mère, je ne deviendrai pas une pédante, et quand je voudrais te dire que je t'aime, que je t'adore, je te le dirai tout bonnement comme le voilà dit. » Je cessai donc d'écrire, mais le besoin d'inventer et de composer ne m'en tourmentait pas moins. Il me fallait un monde de fiction, et je n'avais jamais cessé de m'en créer un que je portais partout avec moi, dans mes promenades, dans mon immobilité, au jardin, au champ, dans mon lit avant de m'endormir et en m'éveillant avant de me lever. Toute ma vie, j'avais eu un roman en train dans la cervelle, auquel j'ajoutais un chapitre plus ou moins long aussitôt que je me trouvais seul, et pour lequel j'ai amassé sans cesse des matériaux. Mais pourrais-je donner une idée de cette manière de composer que j'ai perdue, et que je regretterai toujours, car c'est la seule qui ait réalisé jamais ma fantaisie? Je ne donnerais aucun développement au récit de cette fantaisie de mon cerveau, si je croyais qu'elle n'eût été qu'une bizarrerie personnelle. Car mon lecteur doit remarquer que je me préoccupe beaucoup plus de lui faire repasser et commenter sa propre existence, celle de nous tous, que de l'intéresser à la mienne propre. Mais j'ai lieu de croire que mon histoire intellectuelle est celle de la génération à laquelle j'appartiens, et qu'il n'est aucun de nous qui n'ait fait, dès son jeune âge, un roman ou un poème. J'avais bien 25 ans lorsque, voyant mon frère griffonner beaucoup, je lui demandai ce qu'il faisait. « Je cherche, me dit-il, un roman moral dans le fond, comique dans la forme, mais je ne sais pas écrire et il me semble que tu pourrais rédiger ce que j'ébauche. » Il me fit part de son plan, que je trouvais trop sceptique et dont les détails me rebutèrent. Mais, à ce propos, je lui demandai depuis quand il avait cette fantaisie de faire un roman. « Je l'ai toujours eu, répondit-il. Quand j'y rêve, il me passionne et me divertit quelquefois tant que j'en ris tout seul. Mais quand je veux y mettre de l'ordre, je ne sais pas par où commencer, par où finir. Tout cela se brouille sous ma plume. L'expression me manque, je m'impatiente, je me dégoûte, je brûle ce que je viens d'écrire, et j'en suis débarrassé pour quelques jours. Mais bientôt, cela revient comme une fièvre. J'y pense le jour, j'y pense la nuit, et il faut que je gribouille encore, sauf à brûler toujours. » « Que tu as tort, lui dis-je, de vouloir donner une forme arrêtée et un plan régulier à ta fantaisie. Tu ne vois donc pas que tu lui fais la guerre, et que si tu renonçais à la jeter hors de toi,
elle serait toujours en toi active, riante et féconde? Que ne fais-tu comme moi, qui n'ai jamais gâté l'idée et que je me suis faite de ma création en cherchant à la formuler? Ah ça, dit-il, c'est donc une maladie que nous avons dans le sang? Tu pioches donc aussi dans le vide? Tu rêvasses donc aussi comme moi? Tu ne me l'avais jamais dit. J'étais déjà fâché de m'être trahi, mais il était trop tard pour se raviser. Hippolyte, en me confiant son mystère, avait droit de m'arracher le mien, et je lui racontais ce que je vais raconter ici. Dès ma première enfance, j'avais besoin de me faire un monde intérieur à ma guise, un monde fantastique et poétique. Peu à peu, j'eus besoin d'en faire aussi un monde religieux ou philosophique, c'est-à-dire moral ou sentimental. Vers l'âge de 11 ans, je lus l'Iliade et la Jérusalem délivrée. Ah, que je l'ai trouvée courte, que je fus contrarié d'arriver à la dernière page. Je devins triste, et comme malade de chagrin de les voir sitôt finis. Je ne savais plus que devenir, je ne pouvais plus rien lire, je ne savais auquel de ces deux poèmes donner la préférence. Je comprenais qu'Homère était plus beau, plus grand, plus simple. Mais le Tasse m'intéressait et m'intriguait davantage. C'était plus romanesque, plus de mon temps et de mon sexe. Il y avait des situations dont j'aurais voulu que le poète ne me fît jamais sortir. Herminie chez les bergers, par exemple, ou Chlorinde, délivrant Bûcher-Olin des Sophronies. Quel tableau enchanté je voyais se dérouler autour de moi. Je m'emparais de ces situations, je m'y établissais pour ainsi dire, les personnages devenaient miens, je les faisais agir ou parler, et je changeais à mon gré la suite de leurs aventures, non pas que je crusse mieux faire que le poète, mais parce que les préoccupations amoureuses de ces personnages me gênaient, et que je les voulais telles que je me sentais, c'est-à-dire enthousiaste seulement de religion, de guerre ou d'amitié. Je préférais la martiale Chlorinde à la timide Herminie. Sa mort et son baptême la divinisaient à mes yeux. Je haïssais Armide, je méprisais Renaud. Je sentais vaguement de la guerrière et de la magicienne ce que Montaigne dit de Bradamante et d'Angélique à propos du poème de l'Arioste. L'une, d'une beauté naïve, active, généreuse, non homasse mais virile, l'autre d'une beauté molle, affectée, délicate, artificielle. L'une travestie en garçon, coiffée d'un morion luisant, l'autre vêtue en fille, coiffée d'un natifet emperlé. Mais, au-dessus de ces personnages du roman, l'Olympe chrétien planait sur la composition du Tasse, comme dans l'Iliade, les dieux du paganisme, et c'est par la poésie de ces symboles que le besoin d'un sentiment religieux, sinon d'une croyance définie, vint s'emparer ardemment de mon cœur. Puisqu'on ne m'enseignait aucune religion, je m'aperçus qu'il m'en fallait une, et je m'en fis une. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!